commencer par saluer chacun de vous, chacune de vous, comme on dit en Côte d'Ivoire, en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Président du PDCI-RDA, Monsieur le Président Rigolan Bédier, c'est un immense honneur qui m'échoit de devoir prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence effective et je m'excuse par avance si mes propos devaient vous causer ce que je n'espère pas évidemment, le moindre désagrément. Chères militantes, chers militants du PDCI-RDA, mesdames et messieurs, lorsque le comité des sages de votre parti m'a demandé de participer à cette journée de 73 ans du PDCI-RDA, la consigne qui m'a été donnée était de délivrer autour du thème le PDCI-RDA hier, aujourd'hui et toujours, de délivrer un exposé accordé à un triple objectif. Premièrement, instruire les militants, les jeunes en particulier, de l'histoire du PDCI-RDA. Deuxièmement, sensibiliser l'auditoire aux contraintes et aux exigences d'un parti de l'opposition que le PDCI est devenu entièrement aujourd'hui. Troisièmement, de l'histoire comme des épreuves du moment, dégager les leçons qui conduiront au renouveau du PDCI-RDA et aux victoires nouvelles. J'espère répondre au premier objectif, instruire en vous représentant quelques grands moments de l'épopée du PDCI-RDA. J'espère répondre au deuxième objectif en racontant les rebondissements qui ont marqué la vie du PDCI-RDA depuis les années de la fin du premier président du parti, le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai redouté une certaine prétention à devoir évoquer la pérennité du PDCI-RDA. Mais je me suis demandé si ce sujet peut être vraiment éludé par notre génération, alors que sous nos yeux, le parti de Félix Houphouët-Boigny, le deuxième parti le plus ancien de l'Afrique noire après l'ANC, est exposé à l'acharnement de ceux qui veulent le voir ou disparaître, ou mieux renaître sous une autre forme. Je me suis dit qu'on pouvait au moins considérer les arguments de ces personnes et les discuter. Donc c'est ce que je vous propose. Je vous demande donc de me permettre, Monsieur le Président, chères militantes, chers militants, d'en arriver tout de suite à la première partie de mon exposé, le PDCI-RDA hier. Je vais essayer d'aller à grands pas, sachant que tout le monde est un peu tendu en ce moment. Je voudrais rapidement rappeler que l'émergence du PDCI-RDA prend sa source dans un événement important en Afrique que certains ont tendance à banaliser, mais qui est la conférence de Brazzaville. Nous sommes à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les grands pays pressent la France d'abandonner, de lâcher les colonies, de les conduire à l'indépendance. Et la France elle-même décide de se réunir pour décider, pour réfléchir à cette question. Et elle organise à Brazzaville, où le gouverneur était un noir, le Guyanais Félix Éboué, la France organise une grande conférence du 30 janvier au 8 février 1944, et cette réunion aboutit à 3 décisions importantes. La première, la conférence de Brazzaville écarte toute idée d'autonomie des colonies et toute hypothèse d'évolution des territoires colonisés hors du bloc français. La deuxième décision importante, la France décide d'accroître les droits syndicaux des populations des colonies,
désormais autorisés à créer des syndicats autonomes. Et troisième décision, la France décide d'autoriser les mêmes populations des colonies à élire des députés à l'Assemblée nationale française au Palais Bourbon. Combien sommes-nous à imaginer aujourd'hui que la conférence de Brazzaville va introduire rapidement dans notre pays des bouleversements importants? 5 mois, presque jour pour jour après la conférence, l'autorisation donnée aux Africains de créer des syndicats trouve à s'illustrer à travers la création d'une grande organisation qui s'appelle le Syndicat agricole africain. C'est à ce moment que va se projeter pour la première fois sur la scène territoriale ivoirienne l'homme qui s'appellera quelques mois plus tard Félix Houphouët-Boigny et qui, au moment où il apparaît, ne porte que le nom de Félix Houphouët-Diarra. Il est médecin auxiliaire de son État, sorti de l'école de médecine africaine de Dakar en 1925. Il a exercé son art pendant 14 ans, de 1925 à 1939. D'abord, 2 années de stage, 1925-1927, à l'hôpital central d'Abidjan. Félix Houphouët est ensuite affecté à Guiglo de 1927 à 1929, lorsqu'il reçoit son premier poste de médecin auxiliaire titulaire. Guiglo, une ville qui, 20 ans plus tard, accueillera également un jeune et brillant collégien du nom d'Henri Konan-Bédié. L'accueil donc pour toute la durée de ces années du premier cycle, ce président de la 6e à la 3e, d'octobre 1947, la rentrée d'octobre 1947, aux vacances, à la fin de l'année scolaire de juin 1951. Il est un peu étrange quand même que les 2 hommes qui se sont succédés les premiers à la présidence de la Côte d'Ivoire aient déjà connu plus tôt dans le temps et dans l'espace cette première succession à Guiglo. Aujourd'hui, certains chantent allons à Gaïwa, peut-être faut-il chanter aussi allons à Guiglo. De là, le médecin auxiliaire Houphouët-Diarra part à Bangourou de 1929 à 1934, puis à Dimokro de 34 à 36 et enfin à Tumodi de 36 à 38. Depuis le mois de juillet 1939, il est retourné dans son village natal de Yamoussoukro pour assurer la succession à la tête du canton des Akoué de son jeune frère Augustin Diakan, décédé le 21 décembre 1938 à la suite d'un conflit foncier, déjà un conflit foncier en 1938. Augustin avait développé 2 grosses plantations, l'une à Yamoussoukro même et l'autre à Tumokro sur la route de Douaflé. Ce sont 2 plantations dont son frère aîné, Félix Houphouët, hérite naturellement. Félix Houphouët bascule ainsi du métier de médecin auxiliaire dans la fonction publique à celui de planteur et d'opérateur économique privé. À ce titre, il se retrouve dans un syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire qui existe depuis 1943 et qui s'appelle le Syndicat agricole de Côte d'Ivoire. Ce syndicat est une organisation mixte qui regroupe indifféremment des planteurs européens et des planteurs africains. Malheureusement, l'engagement des planteurs africains n'avait eu aucune incidence sur les nombreux griefs qu'ils avaient soulevés au fil des mois dans leur action au sein de ce syndicat. Je vais vous donner un seul exemple. Les travaux forcés obligeaient tous les Africains de 18 à 55 ans à fournir par an, sur 365 jours dans l'année, 240 jours pour l'administration. Travaux forcés donc pour construire les routes, construire les écoles et tout cela. 240 jours que chacun devait fournir sur 365 jours dans l'année. Alors, les planteurs africains, quelle que soit leur importance, pouvaient être réquisitionnés dans le cadre des travaux forcés et être mis au service, pas seulement
des réalisations publiques, mais aussi des planteurs blancs pour travailler dans leur plantation au détriment de leur propre travail. C'est une situation que les Noirs, les planteurs africains dénonçaient au sein du syndicat agricole de Côte d'Ivoire. Mais ces dénonciations n'étaient pas prises en compte. Si bien que l'autorisation de créer des syndicats autonomes donnés aux Africains par la conférence de Brazzaville va ouvrir tout de suite une porte à laquelle le planteur Houphouët va immédiatement proposer, dans laquelle Houphouët va proposer à ses amis planteurs africains de s'engouffrer. Joseph Anoma raconte que Houphouët avait envoyé à tous les planteurs des messages pour une réunion à l'Étoile du Sud chez Georges Cassis, mais qu'il n'était qu'une poignée d'amis à avoir répondu à cet appel, 8 au total. Il y avait Georges Cassis lui-même, qui était l'hôte des lieux, il y avait Houphouët qui avait organisé la rencontre, il y avait Lamine Touré, le Grand Bassam, Djibril Diaby Boudiélé, résident lui aussi à Grand Bassam, il y avait Kwame Nguessan, ancien instituteur propriétaire de plantation à Oumé et à Daloa, il y avait Gabriel Dadier, planteur à Oville, et il y avait Fulgence Brou et Joseph Anoma. Cette réunion a lieu le 10 juillet 1944 et c'est elle qui, d'une scission avec le SACI, le syndicat agricole de Côte d'Ivoire, débouche sur le syndicat agricole africain. Moins d'un mois plus tard, le 8 août 1944, un arrêté du gouverneur André Latry autorise le SAA à exister et à exercer ses activités. Le syndicat est la première émanation de la conférence de Brazzaville. La deuxième aura pour nom le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. La conférence de Brazzaville avait en effet décidé que, outre les syndicats autonomes, les Africains puissent élire des représentants au Palais Bourbon. C'est en octobre et novembre 1945, le 21 octobre et le 18 novembre, qu'ont lieu les premières élections législatives, les élections qui doivent envoyer des représentants africains au Palais Bourbon. Félix Houphouët, président du syndicat agricole africain, décide d'être candidat. Et la campagne électorale qu'il mène fait converger vers lui un certain nombre d'entités actives sur l'espace ivoirien, que ce soit des forces vives ou des notabilités. Ce sont ces entités qui, après l'élection d'Houphouët, vont se rencontrer et vont s'agglomérer pour former le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La première par saluer chacune de vous, comme on dit en Côte d'Ivoire, en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Président du PDCI-RDA, Monsieur le Président Nicolas Bédier, c'est un immense honneur qui m'échoit de devoir prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence effective et je m'excuse par avance si mes propos devaient vous causer ce que je n'espère pas évidemment, le moindre désagrément. Chères militantes, chers militants du PDCI-RDA, mesdames et messieurs, lorsque le comité des sages de votre parti m'a demandé de participer à cette journée de 73 ans du PDCI-RDA, la consigne qui m'a été donnée était de délivrer autour du thème le PDCI-RDA hier, aujourd'hui et toujours, de délivrer un exposé accordé à un triple objectif. Premièrement, instruire les militants, les jeunes en particulier, de l'histoire du PDCI-RDA. Deuxièmement, sensibiliser l'auditoire aux contraintes et aux exigences d'un parti de l'opposition que le PDCI est devenu entièrement aujourd'hui. Troisièmement,
de l'histoire comme des épreuves du moment, dégager les leçons qui conduiront au renouveau du PDCI-RDA et aux victoires nouvelles. J'espère répondre au premier objectif, instruire en vous représentant quelques grands moments de l'épopée du PDCI-RDA. J'espère répondre au deuxième objectif en racontant les rebondissements qui ont marqué la vie du PDCI-RDA depuis les années de la fin du premier président du parti, le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai redouté une certaine prétention à devoir évoquer la pérennité du PDCI-RDA. Mais je me suis demandé si ce sujet peut être vraiment éludé par notre génération, alors que sous nos yeux, le parti de Félix Houphouët-Boigny, le deuxième parti le plus ancien de l'Afrique noire après l'ANC, est exposé à l'acharnement de ceux qui veulent le voir ou disparaître, ou mieux renaître sous une autre forme. Je me suis dit qu'on pouvait au moins considérer les arguments de ces personnes et les discuter. Donc c'est ce que je vous propose. Je vous demande donc de me permettre, Monsieur le Président, chères militantes, chers militants, d'en arriver tout de suite à la première partie de mon exposé, le PDCI-RDA hier. Je vais essayer d'aller à grands pas, sachant que tout le monde est un peu tendu en ce moment. Je voudrais rapidement rappeler que l'émergence du PDCI-RDA prend sa source dans un événement important en Afrique que certains ont tendance à banaliser, mais qui est la conférence de Brazzaville. Nous sommes à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les grands pays pressent la France d'abandonner, de lâcher les colonies, de les conduire à l'indépendance. Et la France elle-même décide de se réunir pour réfléchir à cette question. Et elle organise à Brazzaville, où le gouverneur était un noir, le Guyanais Félix Houphouët, la France organise une grande conférence du 30 janvier au 8 février 1944, et cette réunion aboutit à 3 décisions importantes. La première, la conférence de Brazzaville écarte toute idée d'autonomie des colonies et toute hypothèse d'évolution des territoires colonisés hors du bloc français. La deuxième décision importante, la France décide d'accroître les droits syndicaux des populations des colonies, désormais autorisées à créer des syndicats autonomes. Et troisième décision, la France décide d'autoriser les mêmes populations des colonies à élire des députés à l'Assemblée nationale française au Palais Bourbon. Combien sommes-nous à imaginer aujourd'hui que la conférence de Brazzaville va introduire rapidement dans notre pays des bouleversements importants? 5 mois, presque jour pour jour après la conférence, l'autorisation donnée aux Africains de créer des syndicats trouve à s'illustrer à travers la création d'une grande organisation qui s'appelle le Syndicat agricole africain. C'est à ce moment que va se projeter pour la première fois sur la scène territoriale ivoirienne l'homme qui s'appellera quelques mois plus tard Félix Houphouët-Boigny et qui, au moment où il apparaît, ne porte que le nom de Félix Houphouët-Diarra. Il est médecin auxiliaire de son État, sorti de l'école de médecine africaine de Dakar en 1925. Il a exercé son art pendant 14 ans, de 1925 à 1939. D'abord, 2 années de stage, 1925-1927, à l'hôpital central d'Abidjan. Félix Houphouët est ensuite affecté à Guiglo de 1927 à 1929, lorsqu'il reçoit son premier poste de médecin auxiliaire titulaire. Guiglo, une ville qui
20 ans plus tard, accueillera également un jeune et brillant collégien du nom d'Henri Konan-Bédié. L'accueil donc pour toute la durée de ces années du premier cycle, Monsieur le Président, de la 6e à la 3e, d'octobre 1947, la rentrée d'octobre 1947, aux vacances, à la fin de l'année scolaire de juin 1951. Il est un peu étrange quand même que les deux hommes qui se sont succédés, les premiers à la présidence de la Côte d'Ivoire, aient déjà connu plus tôt dans le temps et dans l'espace cette première succession à Guiglo. Aujourd'hui, certains chantent allons à Gaïwa, peut-être faut-il chanter aussi allons à Guiglo. De là, le médecin auxiliaire Oufouéga part à Bangou de 1929 à 1934, puis à Timokro de 34 à 36 et enfin à Tumodi de 36 à 38. Depuis le mois de juillet 1939, il est retourné dans son village natal de Yamoussoukro pour assurer la succession à la tête du canton des Akoué de son jeune frère Augustin Diakan, décédé le 21 décembre 1938 à la suite d'un conflit foncier, déjà un conflit foncier en 1938. Augustin avait développé deux grosses plantations, l'une à Yamoussoukro même et l'autre à Tumokro sur la route de Boisflé. Ce sont deux plantations dont son frère aîné, Félix Oufoué, hérite naturellement. Félix Oufoué bascule ainsi du métier de médecin auxiliaire dans la fonction publique à celui de planteur et d'opérateur économique privé. À ce titre, il se retrouve dans un syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire qui existe depuis 1943 et qui s'appelle le Syndicat agricole de Côte d'Ivoire. Ce syndicat est une organisation mixte qui regroupe indifféremment des planteurs européens et des planteurs africains. Malheureusement, l'engagement des planteurs africains n'avait eu aucune incidence sur les nombreux griefs qu'ils avaient soulevés au fil des mois dans leur action au sein de ce syndicat. Je vais vous donner un seul exemple. Les travaux forcés obligeaient tous les Africains de 18 à 55 ans à fournir par an, sur 365 jours dans l'année, 240 jours pour l'administration. Travaux forcés donc pour construire les routes, construire les écoles et tout cela. 240 jours que chacun devait fournir sur 365 jours dans l'année. Alors, les planteurs africains, quelle que soit leur importance, pouvaient être réquisitionnés dans le cadre des travaux forcés et être mis au service pas seulement des réalisations publiques, mais aussi des planteurs blancs pour travailler dans leur plantation au détriment de leur propre travail. C'est une situation que les Noirs, les planteurs africains dénonçaient au sein du syndicat agricole de Côte d'Ivoire. Mais ces dénonciations n'étaient pas prises en compte. Si bien que l'autorisation de créer des syndicats autonomes donnés aux Africains par la conférence de Brazzaville va ouvrir tout de suite une porte à laquelle le planteur Oufoué va immédiatement proposer, dans laquelle Oufoué va proposer à ses amis planteurs africains de s'engouffrer. Joseph Anoma raconte que Oufoué avait envoyé à tous les planteurs des messages pour une réunion à l'Étoile du Sud chez Georges Cassis, mais qu'il n'était qu'une poignée d'amis à avoir répondu à cet appel, 8 au total. Il y avait Georges Cassis lui-même, qui était l'hôte des lieux, il y avait Oufoué qui avait organisé la rencontre, il y avait Lamine Touré, le Grand Bassam, Djibril Diaby Boudiéné, résident lui aussi à Grand Bassam, il y avait Kwame Nguessan, ancien instituteur propriétaire de plantation à Oumé et à Daloa, il y avait Gabriel Dadier, planteur à Akoville, et il y avait Fulgence Brou et Joseph Anoma. Cette réunion a lieu le 10 juillet 1944 et c'est elle qui, d'une scission avec le SACI, le syndicat agricole de Côte d'Ivoire,
débouche sur le syndicat agricole africain. Moins d'un mois plus tard, le 8 août 1944, un arrêté du gouverneur André Latry autorise le SAA à exister et à exercer ses activités. Le syndicat est la première émanation de la conférence de Brazzaville. La deuxième aura pour nom le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. La conférence de Brazzaville avait en effet décidé que, outre les syndicats autonomes, les Africains puissent élire des représentants au Palais Bourbon. C'est en octobre et novembre 1945, le 21 octobre et le 18 novembre, qu'ont lieu les premières élections législatives, les élections qui doivent envoyer des représentants africains au Palais Bourbon. Félix Houphouët, président du syndicat agricole africain, décide d'être candidat. Et la campagne électorale qu'il mène fait converger vers lui un certain nombre d'entités actives sur l'espace ivoirien, que ce soit des forces vives ou des notabilités. Ce sont ces entités qui, après l'élection d'Houphouët, vont se rencontrer et vont s'agglomérer pour former le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La première de ces entités sera évidemment le syndicat agricole africain. Dès sa création en juillet 1944, il comptait 5000 membres qui forment une force sociale et un levier électoral potentiel, évidemment essentiel. Deuxième entité, après le syndicat agricole africain, l'UFOSI, l'Union fraternelle des originaires de Côte d'Ivoire. L'UFOSI est une association ancienne dont la création remonte à 1929. Il y avait eu en 1928 un conflit en Côte d'Ivoire entre autochtones et étrangers, qui était le premier conflit du genre dans notre pays. Et l'UFOSI était apparu comme une des créations consécutives à cet affrontement. Elle regroupait les cadres ivoiriens d'origine diverses, pourvu qu'ils fussent tous ce qu'on appelait à l'époque des Côte-Ivoiriens. En Europe du syndicat agricole africain, l'UFOSI, je dois dire, était présidé par Jean de la Fosse, qui était un ami d'Houphouët et qui ne pouvait pas apporter son association, ne pas apporter le concours de son association à la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. SAA, UFOSI, troisième entité, l'UOCOSI. La candidature d'Houphouët avait également été soutenue, activement soutenue par l'Union des originaires des Ceps de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, en abrégé UOCOSI. L'UOCOSI était une association qui était née seulement 20 jours après le syndicat agricole africain. Elle était issue d'une extension d'une société qui s'appelait la Mutualité BT. Et la Mutualité BT avait subi une extension au cercle de Grand Laou, de Sassandra, de Tabou et de Mans. La Mutualité BT était une société d'entraide qui avait pour but d'accueillir et d'assister les ressortissants originaires du pays BT qui se déplaçaient à Abidjan. Donc essentiellement les gens de Gagnois et de Dalois. À partir du moment où la mutualité BT devient l'UOCOSI, eh bien tout l'Ouest y participe et apparaissent là de grandes figures comme Martin Clark Bayon de Tabou, Antoine Gauze et Prosper Séry de Dalois, Dablé Jean et Marcel Loboué de Grand Laou, Tout Gaston et Baye Émile de Mans, Yaoulé Joseph, Jules Guéhi Aguichot et Camille Gris de Gagnois, René Sérigoré de Soubré, Étienne Diomont et Frédéric Gogois de Sassandra. Toutes ces personnalités s'étaient distinguées en octobre et novembre 1945 par leur mobilisation efficace aux côtés de Houphouët. C'était donc logique qu'elles aussi participent à la création du PDCI. Il y a en dehors de cette structure une autre qui s'appelle les GEC, les groupes d'études communistes. C'était une structure dans laquelle
les communistes donnaient un encadrement à des jeunes Ivoiriens, mais des jeunes Français aussi. Alors les GIEC, le Côte d'Ivoire, comptait des Européens qui avaient pour nom Rigaud, Philippe Franceschi, Pouya, Tiberghien, Dutremblay, Jean Lambert. Et les membres africains s'appelaient Germain Kofi Gallo, Doudou Gueye, Baïta Gros, Auguste Denise et Camille Gris encore. On n'aura pas tout dit sur les GIEC si on ne signale pas que parmi leurs objectifs, les GIEC comptaient la création d'un parti politique démocratique ou progressiste destiné à rassembler les Africains des territoires sur la base d'un programme d'activité qui était inspiré du programme du Conseil national de la résistance en France. Cette seule appellation de Parti démocratique suffit à indiquer la source où le PDCI a puisé sa substance idéologique. En dehors de toutes ces structures, on peut mentionner aussi les comités électoraux non ivoiriens. Il y avait en Côte d'Ivoire une association des Dao togolais, une association des Sénégalais, une association des Guinéens, une association des Soudanais, c'est-à-dire des Maliens. Toutes ces associations avaient accompagné également Houphouët pour l'élection de 1945 et donc avaient leur place dans la création du PDCI dans un premier temps. Lorsque, au mois d'avril 1946, le 9 avril, comme aujourd'hui, mardi, en 1946, le 9 avril était un mardi aussi. Lorsque ce jour-là, l'Assemblée constitutive du PDCI se tient à Treichville, encore à l'Étoile du Sud, comme 2 ans avant à la création du syndicat agricole africain, 34 personnalités prennent part à cette réunion. Il y a Acré Aobo, Jacques Aka, d'ailleurs leur nom se trouve affiché, je vois ça à l'écran, mais se trouve affiché aussi dans la grande salle de conférence d'ici. C'est des noms qu'il faut qu'on vous rappelle parfois, parce que ce sont vos aînés, vos devanciers au parti. Il y a quelques jours, un ami de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire me faisait remarquer que des Libanais avaient été présents également. Et dans la liste, vous verrez par exemple le nom de Toubia. Toubia était un Libanais, Ashkar Toubia. Donc voilà le PDCI né le 9 avril 1946. La toute première action du PDCI après sa création n'est pas une action nationale, mais une action continentale. Ce sera à travers son chef Félix Houphouët-Boigny la création du RDA. Comment le RDA va naître? Houphouët et ses camarades, ils sont 9 députés d'Afrique élus au Palais Bourbon pour rédiger la constitution de la 4e République. Ils ont 6 mois pour doter la France d'une nouvelle constitution après la guerre. Pendant ces 6 mois, les Africains se battent et obtiennent, par exemple, la suppression des travaux forcés. La loi Houphouët-Boigny a présentée le 5 avril 1946, entérinée dès le 11 avril. Ils obtiennent le 7 mai par Lamine Gueye une loi qui octroie la nationalité française à tous les ressortissants des colonies, parce qu'il faut comprendre que dans les colonies, on distinguait les citoyens français et les sujets français. Donc ils obtiennent ces améliorations des conditions sociales des Africains. La première constituante se termine, la constitution rédigée est soumise à référendum et le référendum rejette la constitution. Et une deuxième élection va avoir lieu le 2 juin 1946 pour une deuxième constituante. Entre-temps, les colons des territoires, en particulier les colons de Côte d'Ivoire, parce que l'initiative vient souvent d'un certain Jean Rose, qui était président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire et qui était président de l'association des colons de Côte d'Ivoire. Entre-temps donc, ils organisent, entre ces deux constituantes, ils organisent une réunion à Paris pour faire les états généraux de la colonisation
et il réclame du gouvernement français l'abandon de toutes les avancées que la première constituante avait obtenues pour les Africains. Et donc, les députés africains, en réaction à cela, décident d'organiser une grande réunion, une grande mobilisation à Bamako pour montrer aux colons qu'ils n'entendent pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est cette réunion qui a lieu le 18 octobre 1946 et qui débouche sur la création d'un grand mouvement qui s'appelle le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et le RDA demande que dans tous les territoires où les députés partis à l'Assemblée nationale avaient fait créer des partis, comme en Côte d'Ivoire, il y avait le PDCI, ces partis deviennent des sections territoriales du RDA et que ces sections adjoignent à leur nom le sigle RDA. Si bien qu'à partir du 18 octobre 1946, donc 6 mois après la création du PDCI, le parti, votre parti, se transforme en PDCI RDA. Que dire de la vie du PDCI RDA, de sa naissance en 1946 à l'indépendance de notre pays en 1960? Les 6 mois d'existence du PDCI qui vont du 9 avril au 18 octobre 1946 sont probablement une période trop courte pour qu'on puisse en tirer un bilan. On peut tout de même retenir la contribution du parti à la réélection de Félix Houphouët-Boigny le 2 juin 1946. Alors là, je vais peut-être m'arrêter une minute pour vous dire qu'il s'appelle désormais Félix Houphouët-Boigny alors qu'il s'appelait avant Félix Houphouët-Boigny, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Houphouët, comme tout le monde, est de 2 familles. La famille paternelle s'appelle Houphouët, il est le fils de Ndouélé Houphouët, un ressortissant d'un village de la région de Didiéville qui s'appelle Gloyaokro. Et par sa mère, il appartient à la famille des Boigny de Yamoussoukro, venu de Kami. Et il décide, après son élection pour la première constituante, lorsqu'il part de Côte d'Ivoire, il fait une escale à Dakar, et là, devant la presse, il annonce que désormais, il réconcilie ces 2 familles sous le nom Houphouët-Boigny. Une vive polémique s'engage immédiatement, puisque Houphouët est marié à une femme Agny, et que les Agny interprètent Boigny en disant « Boigny, je frappe les aînés ». Et la polémique va être ardente, mais Houphouët a bien tenu son nom. Et désormais, donc, à partir de décembre 1945, parce que c'est le moment où il a déclaré, il a fait la déclaration, il s'appelle donc Félix Houphouët-Boigny. Alors, le bilan du PDCI disait, pendant les 6 premiers mois d'existence, le PDCI accompagne Houphouët-Boigny pour sa réélection le 2 juin 1946 pour la seconde constituante. Le PDCI obtient la réélection d'Houphouët grâce à un quadrillage du terrain impressionnant et grâce à un dynamisme constant qui lui permet de battre la campagne d'Houphouët sur tout le territoire et d'imposer son succès d'une façon qui ne souffre d'aucune bavure. Je m'arrête une minute sur ce quadrillage du terrain et sur ce dynamisme des premiers moments. Ce sont des traits du PDCI qu'il faut peut-être rappeler aux militants aujourd'hui. La longue présence aux commandes qu'a été le lot du PDCI RDA depuis l'indépendance. Les facilités qui sont attachées à la gestion des affaires. Ce que le président Bédié appelle les rochers du pouvoir, un mot qui est dans le chemin de ma vie. Tout cela semble avoir un peu ramolli votre parti. Tout cela semble n'avoir laissé du PDCI RDA d'aujourd'hui que l'image du flegme et de la timidité, voire de la peur. Or, cela est faux. Le PDCI est un parti actif. Le PDCI a été, en tout cas, un parti actif, un parti nerveux, un parti ardent. Il n'est pas compréhensible que les héritiers du PDCI, instruits du seul attachement de leur aîné à la paix et à la non-violence,
est littéralement dégénéré d'une combativité qui faisait aussi la réputation et la fierté de votre parti. Ce matin, aussi bien à travers les interventions du secrétaire exécutif qu'à fortiori l'intervention du président du parti, je me suis senti un peu rassuré sur ce point. Les mois et les années qui suivent l'émergence du PDCI-RDA en octobre 1946 montrent dans tous les cas un PDCI fidèle à la vigueur et un PDCI-RDA fidèle à la vigueur et à la popularité du PDCI tout court. C'est le 27 octobre 1947 que s'ouvre à Trècheville le premier congrès ordinaire du PDCI-RDA. Le parti n'est âgé que d'1 an, mais il annonce déjà 71 sous-sections représentées à ce congrès de 1947 par 271 000 personnes descendues de l'ensemble du territoire. Et il faut penser qu'à l'époque, les moyens de transport n'étaient pas les moyens des hommes. Il s'agit visiblement d'un parti de masse, animé par des militants passionnés, des militants motivés par les idéaux de solidarité, d'émancipation sociale, de démocratie que le parti s'est fixé. Pendant les 10 années qui vont de 1946 à 1956, la lutte du PDCI contre les infirmités sociales est une lutte tout simplement héroïque. Le parti ne tolérait pas que les opérateurs économiques indigènes, les planteurs notamment, parce que nous étions une économie de plantation en Côte d'Ivoire, le parti donc ne tolérait pas que les opérateurs économiques ne soient pas traités sur un pied d'égalité avec leurs collègues européens. Non seulement les indigènes étaient victimes de restrictions syndicales, mais en outre, ils étaient exclus d'un certain nombre d'avantages, comme par exemple consentis aux capitaux privés européens pour compenser ce qu'on appelait la faiblesse des profits réalisés dans les colonies. À la longue, la collusion de la haute administration et des colons apparaît au PDCI comme une anomalie structurelle. Elle est ressentie comme inacceptable, surtout lorsqu'elle se manifeste par une indifférence de l'administration envers les décès d'indigènes consécutifs à des abus flagrants de leurs patrons blancs. Le RDR, prenant fait et cause pour les victimes de ces agissements, devient un vaste front de contestation dans les années 46-56. Devient un vaste front de contestation coutumier d'une occupation du terrain à la fois spectaculaire et mordante. Le PDCI-RDA avait un service d'ordre qui agissait souvent comme une véritable police. Le PDCI-RDA avait un système de propagande qui réalisait de meilleures performances que les meilleurs systèmes de communication d'aujourd'hui. Le PDCI-RDA avait des méthodes de recrutement qui étaient d'une efficacité incomparable. Le PDCI-RDA avait un système de cotisation qui s'apparentait à une véritable levée d'impôts. Le PDCI-RDA avait des tribunaux particuliers qui réduisaient le périmètre de la justice officielle. C'était tout simplement un parti qui entendait montrer qu'il ne négligeait rien pour imposer ses vues, pour imposer sa voix, pour imposer son empire. Lorsque Félix Houphouët-Boigny confiait un jour à Laurent Gbagbo de la turbulence syndicale et de l'obstination politique qu'hélas il lui ressemble, il sait parfaitement ce qu'il dit. Et il énonce un trait du PDCI-RDA qu'il n'est pas inapproprié de rappeler aux militants actuels de ce parti. Pourquoi ne pas rappeler que même aux époques où le chef lui-même prêchait inlassablement la tempérance, plusieurs de ses lieutenants, comme Gabriel Darboussier, comme Daniel Bézin-Koulibaly, illustraient un autre visage du parti, celui de l'énergie, celui de la pugnacité. 1949 et 1950 sont les 2 années où cette lutte du PDCI-RDA atteint son apogée. L'administration et le parti Houphouët deviennent, à partir de ces années, 2 cohérences contradictoires, 2 logiques antithétiques, chacune ayant dans son dessein la disparition de l'autre. C'est l'époque où Paris affecte sur le territoire ivoirien le plus ardent de ses gouverneurs depuis un boulevard, le turbulent Laurent Élisée Péchou.
La turbulence du PDCI-RDA entraîne l'arrestation le 6 février 1949 et l'incarcération à Grand Bassam de plusieurs militants RDA, parmi lesquels 8 figures de proue du mouvement. René Série-Coré, le trésorier du comité de coordination RDA, Albert Kofi Osman Parizeau, membre du comité directeur, secrétaire de la propagande, Jean-Baptiste Moquet, membre du comité directeur, secrétaire administratif, Bernard Dadier, qui vient de nous quitter, Dieu ait son âme, membre du comité directeur, délégué à la presse, William Jacob, responsable à l'éducation, Ekra Vanga Mathieu, secrétaire général de la sous-section de Trècheville, Lamad Kamara, secrétaire général de la sous-section d'Adiamé, Philippe Lawani Vieira, secrétaire à l'organisation de la sous-section d'Adiamé. La même turbulence se solde par la mort de Victor Diakaboda à Boisflé le vendredi 27 janvier 1950. Ce sont deux événements qui ne manquent pas d'ébranler le président du PDCI-RDA. Houphouët-Boigny, par conséquent, se retire en France, réfléchit longuement et prend une décision majeure qui est celle du désapparentement. Il met fin, en d'autres termes, à la présence du RDA dans le groupe communiste, dans le groupe parlementaire communiste au Palais Bourbon. Les communistes étaient soupçonnés d'être les formateurs et les principaux protecteurs du RDA dans les territoires, et cela motivait de la part de l'administration une hostilité féroce envers leurs amis et leurs partisans, qui étaient pour la Côte d'Ivoire les militants du PDCI. La décision du désapparentement est annoncée le 18 octobre 1950. À partir de là, le parti devient plus modéré et sa nouvelle attitude installe les conditions qui favoriseront l'entrée de Félix Houphouët-Boigny dans le gouvernement français le 2 février 1956. Le désapparentement ne fait pas que favoriser le rapprochement entre le PDCI et l'administration, entre Houphouët et le gouvernement français. Le désapparentement favorise également un phénomène historique dans notre pays même, qui est la marche du pays vers le parti unique. Je voudrais, pour gagner du temps, faire l'économie des péripéties qui ont conduit à ce résultat. Ce qu'on peut retenir est en tout cas que le 21 mai 1956, les contacts souterrains nombreux qui accompagnaient le discours de paix du président Houphouët-Boigny, du ministre Houphouët-Boigny, débouchent sur un meeting dans le stade Jean-André. C'est le deuxième. Il y avait eu un premier meeting en 1951 où, pour la première fois, après le désapparentement, Houphouët avait donné des gages au pays et avait tendu la main. 5 ans après, le 21 mai 1956, donc, nouvelle réunion, nouveau meeting dans le même stade Jean-André. Les personnes qu'on voit se succéder au micro sont Félix Houphouët-Boigny du PDCI-RDA, Étienne Diomand du Bloc démocratique éburnéen, un parti qui avait été créé en janvier 1949 d'une scission du PDCI-RDA. On voit défiler Kakou Aoulou du Parti progressiste de Côte d'Ivoire. Le Parti progressiste était un parti qui avait été créé par les amis du principal adversaire d'Houphouët à l'élection à la première constituante. Son principal adversaire était Kwame Denzel, et ses amis, en même temps que les amis d'Houphouët créaient le PDCI, ses amis, eux, avaient créé le Parti progressiste de Côte d'Ivoire. Donc, ce 21 mai 1956, le Parti progressiste de Côte d'Ivoire s'exprime aussi par la bouche de Kakou Aoulou. Le docteur Girandou Ndiaye et maître Amadou Diop s'expriment au nom de la SFIO. Charles Borg, gérant de la coopérative des fonctionnaires, membre de la section ivoirienne de l'UDSR, le parti métropolitain, s'exprime aussi. Et la boucle est bouclée par le docteur Augustin Djessouloubo, un jeune turc du PDCI-RDA. Le 2 octobre 1956, toutes ces personnes, tous ces partis sont déclarés membres du PDCI-RDA, avec l'annonce faite ce jour-là, avec l'annonce donc ce 2 octobre 1956 du ralliement du Parti progressiste de Côte d'Ivoire au PDCI-RDA. C'est de ce jour que personnellement je daterai la tranche de l'histoire de votre parti que j'intitule le PDCI aujourd'hui.
Et c'est de cela que je voudrais vous parler un peu maintenant, puisque ma conférence porte sur le PDCI hier, le PDCI aujourd'hui, le PDCI toujours. Le parti unique devient effectif en 1957 sous l'appellation PDCI-RDA. Le parti unique conduit la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale en 1960. Sous son égide, le pays se voit propulsé dans un développement fulgurant. Des villes sont construites de toutes pièces, notamment grâce aux fêtes tournantes de l'indépendance organisées pendant 19 ans dans différentes régions de Côte d'Ivoire, vous vous en souvenez sûrement. De bonnes infrastructures routières sont construites, de bonnes infrastructures énergétiques, hôtelières sont édifiées partout pour répondre aux exigences de la modernité et de l'activité économique. Notre pays attire des investisseurs sous l'égide du PDCI et avec l'appui de ces investisseurs, la Côte d'Ivoire se donne les bases sur lesquelles, après les années fastes, elle a survécu aux effets pervers des plans d'ajustement structurel et à la stagnation due aux crises qui l'ont secoué continuellement depuis 1999. Ici, je ne résiste pas à la tentation de saluer le ministre qui, malgré son extrême jeunesse, puisqu'il n'avait que 32 ans en 1966, était jugé digne de détenir le portefeuille de l'économie et des finances. On cherchait, je pense que chacun veut voir de quel ministre je parle. On cherchait une compétence locale pour assurer la succession de l'immense Raphaël Salaire. Non seulement la responsabilité était une gageure, mais il fallait en outre l'exercer pendant les 2 premières années, 1966-1968, comme ministre délégué auprès d'un président Félix Houphouët-Boigny, précédé par une vigilance, par la réputation d'une vigilance et d'une méticulosité à toute épreuve. Souvenez-vous, c'était la période des complots, 1963-1967. Et donc, le président était plus que vigilant et il fallait que cette compétence locale soit à la hauteur des attentes de son chef. Donc, Monsieur le ministre Bédié, je voudrais me permettre, au nom du pays, de vous dire merci pour ce moment mémorable que la Côte d'Ivoire a connu. Toujours sous l'égide du parti unique, la Côte d'Ivoire connaît au plan politique une stabilité remarquable, notamment après la réduction des opposants du régime au silence entre 1963 et 1967, si bien qu'à la mort du président Houphouët-Boigny en décembre 1993, après 33 années d'une gestion globalement extraordinaire, le PDC, d'une gestion sous le PDCI-RDA, donc à la mort du président, la Côte d'Ivoire dispose, grâce à la politique mise en œuvre, inspirée par votre parti, la Côte d'Ivoire dispose d'un réseau diplomatique remarquable et jouit de l'admiration et du respect du monde entier. Mais, comme nous l'enseignent tous les livres de sagesse, il y a un temps pour toute affaire sous les cieux et le parti unique vit venir la fin de son temps, d'ailleurs dans le monde entier. Dans notre pays, il est enterré le 30 avril 1990. Le PDCI-RDA consent alors à son éclatement. Pour occuper le terrain, la partie du terrain qu'il avait laissé libre, on voit surgir une floraison bigarrée de formations politiques. Elles atteindront entre 1990 et 1996 le pléthorique effectif de 90. Les partis politiques ont vocation à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Dans notre pays, cet objectif fait surgir, après la restauration du multipartisme, une double confrontation. Une première confrontation oppose, comme il se doit, le parti PDCI au pouvoir
Le parti au pouvoir oppose donc ce parti à ses contestataires regroupés au sein de l'opposition, mais une seconde confrontation oppose, comme il ne se doit pas, deux fractions du parti au pouvoir, le même PDCI-RDA. Entre 1990 et 1993, avant même la disparition du président Houphouët-Boigny, cette palette insolite de confrontation apparente notre pays à une basse-cour livrée à un effarant concert cacophonique. Les partis d'opposition n'étaient pas les seuls qu'on entendait dénoncer, selon eux, la dictature, la corruption, le tribalisme, le bradage de l'économie nationale. Vous voyez, les gens n'avaient pas peur des mots. Les partis d'opposition n'étaient pas les seuls à dénoncer ces éléments qu'on attribuait à la politique du PDCI. Leurs attaques du gouvernement issu du PDCI se trouvent relayées et renforcées par des assauts montant du cœur même du même parti. La raison de cette anomalie, cette insidieuse division interne dont je parlais tout à l'heure, qui n'aura de cesse depuis 1990 d'exposer le PDCI-RDA à l'implosion. Lorsque le président Houphouët-Boigny disparaissait le 7 décembre 1993, cette division n'était pas encore résorbée. Elle aurait même pu produire une terrible déflagration dans le pays entier, puisqu'il s'agissait d'un moment de prise du pouvoir et qu'étaient réunies les conditions d'un accès de violence. La violence a été conjurée, mais nous savions tous que l'unité nationale était ébranlée, que surtout l'unité du PDCI-RDA était gravement fragilisée. Des discours de rejet mutuel faisaient florès, et la main-d'œuvre nécessaire pour en découdre était prête de part et d'autre. Chacun de vous, j'en suis sûr, se souvient du gaz qui avait chargé l'air qu'on respirait en Côte d'Ivoire à cette époque. Il suffisait d'une bûchette pour que tout flambât. Dans une très large mesure, le sinistre n'avait été évité que par miracle. Les développements de l'immédiat d'après Houphouët n'ont pu infirmer l'avertissement biblique qui veut que tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine. D'abord, l'implosion redoutée s'est effectivement produite avec la scission du PDCI-RDA, fondatrice du RDR en février 1994. Avant cet événement et longtemps après, nous avons eu droit à un débat politique exécrable dont tous les thèmes, d'où qu'ils venaient, avaient répandu le levain fétide d'une décomposition sociale à la fois vertigineuse et spectaculaire. Et le cycle s'était bouclé avec la perte du pouvoir d'État par le PDCI-RDA en décembre 1999. Triste moment. Après un intermède de 10 ans dans l'opposition et dans la banalité citoyenne, le PDCI-RDA se trouve associé aux affaires à la suite d'une alliance politique avec le RDR. L'initiative était incroyable, mais pourquoi la prophétie d'Isaïe n'aurait-elle pas pu s'accomplir? Pourquoi le loup et l'agneau n'auraient-ils pas pu habiter ensemble? Le léopard et le chevreau se coucher côte à côte? Le veau et le lionceau partager leur repas? Le lion et le bœuf manger le fourrage? Et l'enfant étendre la main sur le trou du cobra? Cette stratégie était d'autant plus indispensable que sans elle, la participation au pouvoir d'État était tout simplement inenvisageable pour le PDCI-RDA dans une compétition à 3 concurrents. Une fois associé aux affaires, comment conserver le pouvoir et surtout comment en devenir le détenteur numéro 1? Cette interrogation n'est qu'une autre manière de poser le problème de la pérennité du PDCI-RDA. Je passe donc à la partie de mon exposé qui s'intitule le PDCI-RDA toujours. La haute direction du PDCI-RDA a cru pouvoir répondre à la question le mercredi 17 septembre 2014. C'est ce jour-là que le président Henri Konan-Bédié a lancé ce qu'on a immédiatement baptisé du nom de appel de Daou. Une déclaration de quelques 730 mots engageant toutes les structures du PDCI-RDA et les partis composant le RHDP à soutenir la candidature
du président Alassane Ouattara, président sortant, à l'élection présidentielle de 2015. D'après le président Bédié, cette proposition visait deux objectifs. D'abord, assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. Et ensuite, aboutir à un parti unifié dénommé PDCI-RDR pour aider la Côte d'Ivoire, étant entendu que le PDCI et le RDR sauront établir entre eux l'alternance au pouvoir dès 2020. Aussitôt l'appel de Daoukro fuse de toutes parts des réactions et surtout des objections diverses. Les plus indignées n'étaient autres que les objections relatives au thème de la pérennité du PDCI-RDA, ou plutôt au thème de la disparition du PDCI-RDA. Pourquoi cacher que le parti avait lui-même pris un risque grave en suggérant la création d'un parti unifié dénommé PDCI-RDR? Monsieur le Président du parti, je souhaite que vous vous représentiez le soulagement que vous avez procuré à des millions de vos compatriotes, ceux qui sont à l'intérieur de votre parti comme ceux qui sont en dehors, le soulagement que vous avez procuré à des millions de vos compatriotes lorsque, durant vos vœux de l'année 2018 aux militants, vous avez eu à leur adresse ces 4 mots simples que vous avez encore répétés ce matin: longue vie au PDCI-RDA. L'alternance que vous aviez proposée au principal partenaire de la plateforme RHDP était une solution de sagesse. Elle devait favoriser une dévolution plus certaine du pouvoir à chaque partie de l'Alliance. Elle devait introduire dans l'exercice de la responsabilité suprême une cadence où chaque parti pourrait aisément et sûrement trouver son compte. C'est malheureusement à Daoukro même, sur les lieux où l'appel éponyme avait été lancé, qu'il lui avait été opposé une fin de non-recevoir. Votre hôte déclarait ce jour-là devant la presse, je cite: « Il est clair qu'il y aura de l'alternance puisque moi, je ne serai plus candidat en 2020. Ce serait un parti unifié. L'alternance veut dire qu'il faut essayer une autre personne. Je respecterai bien sûr la Constitution. Par conséquent, il n'y aurait pas de RDR, de PDCI, de l'UDPCI. À partir du moment où il y a un parti unifié, il y aura naturellement une alternance à cette occasion, avec quelqu'un qui prendra ma place à cette période-là. Et bien sûr, nous serons là, le président Bédié et moi-même, je le souhaite, pour aider cette personne ou cette équipe, à continuer de bien gouverner la Côte d'Ivoire. Félicitations. Cette déclaration montrait distinctement que depuis la première minute, il n'était pas question pour votre partenaire d'une alliance, d'une alternance en 2020 en faveur du PDCI-RDA. Le propos du principal partenaire de l'Alliance RHDP ne variait jamais par rapport à cette première réaction. Le voici par exemple interrogé par la presse le dimanche 8 mars 2015 à San Pedro, à la fin d'une visite d'État de 5 jours qu'il termine dans le Bas-Sassandra. La question porte sur le même sujet de l'alternance en faveur d'un cadre du PDCI en 2020. La réponse est la suivante: la priorité que j'ai indiquée à tous, et je le répète, c'est que nous devons travailler au parti unifié parce qu'en réalité, le PDCI s'est éclaté en plusieurs morceaux. Et même à l'intérieur de chaque parti, il y a des voix discordantes. Une fois que le parti est unifié, le problème est plus simple à résoudre, donc je ne me fais pas de soucis. L'appel de Daoukro, poursuivait-il, donne une visibilité sur la stabilité du pays. C'est cela le plus important. Les questions de personne ne m'intéressent pas parce que je veux vraiment les meilleurs pour la Côte d'Ivoire et les meilleurs pour me succéder. Félicitations. On voit clairement que l'explication présidentielle du 8 mars 2015 à San Pedro ne différait en rien de celle du 17 septembre 2014 à Daoukro. L'une comme l'autre insistait sur la stabilité que l'appel de Daoukro garantissait à la Côte d'Ivoire. L'une comme l'autre accordait la priorité au parti unifié et l'une comme l'autre se remettait aux meilleurs éléments d'entre les cadres du parti unifié pour recevoir la succession. 1000 déclarations depuis cette époque se trouvent dans la presse
où les ténors du principal parti partenaire de l'Alliance RHDP ont ensuite fait assaut d'ingéniosité, les uns pour répéter, commenter et expliquer le même propos, les autres pour commenter, expliquer et répéter le même propos, les autres enfin pour expliquer, répéter et commenter le même propos. À force, le PDCI-RDA a fini par prendre acte de cette position et par l'intégrer dans ses perspectives. Pour le scrutin de 2020, son expérience de la gestion des hommes et des affaires, les leçons à tirer de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et la situation sociale actuelle devraient pouvoir donner au PDCI-RDA les éléments d'un projet et d'une offre politique séduisante. Le PDCI-RDA a tous les atouts pour représenter en 2020 une alternative crédible, si et seulement si la compétition est loyale et apaisée. Et si le parti, il faut le savoir quand même, parvient à introduire dans ses perspectives une ambition affirmée et dans ses pratiques une rigueur, une organisation et une vision adaptée aux problématiques du temps. En disant cela, je pense à la présence effective sur le terrain qui peut seul assurer au PDCI-RDA la connaissance des problèmes des populations et la garantie de leur adhésion. Je pense à la clarification de la position du parti par rapport à des visiteurs de Daoukro qui ont leurs histoires spécifiques, parfois parallèles à l'histoire du PDCI-RDA, qui ont leurs ambitions personnelles, légitimes au demeurant, qui ont leurs propres projets qu'ils défendront pour eux et non pour le PDCI-RDA. Comment ne pas se souvenir ici de cette formule de Philippe Grégoire-Yassé assurant qu'en politique, c'est comme au football, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Je pense, disant cela, encore aux stratégies de mobilisation des ressources que le parti doit inventer pour compenser les déficits budgétaires auxquels exposent déjà et l'exposeront fatalement et plus rigoureusement les rigueurs de son statut d'opposant. Je pense, d'ailleurs, le président en a parlé tout à l'heure, il est effectivement important que les militants du PDCI-RDA sachent que désormais, le financement de leur parti est leur affaire. S'ils ne prennent pas cela en main, ce sera, si vous me permettez l'expression, ce sera tant pis pour le PDCI-RDA. Mais le financement du parti est l'affaire des militants en premier lieu, et il faut que chaque militant en soit intimement convaincu. Je pense enfin, disons ce que je dis, à la rédaction d'un projet clair, un projet structuré, cohérent, sans lequel il est difficile de l'extérieur d'accorder du crédit au parti, ne sachant pas ce qu'il veut et ce qu'il offre aux Ivoiriens et au monde. Je voudrais, toujours sur la pérennité du PDCI-RDA, aborder, et j'en finirai là, aborder un dernier aspect qui n'est autre que la question de la disparition du PDCI-RDA comme parti unifié. Si ce projet s'était concrétisé, il se serait agi d'une fusion-absorption pour le moins perfide. Le PDCI-RDA aurait renoncé à sa raison sociale si pleine de signification pour vous tous ici présents. Le PDCI aurait renoncé à son histoire si riche pour tous les Ivoiriens. Le PDCI-RDA aurait renoncé à son patrimoine si enviable et si envié de tous. Bref, le PDCI-RDA aurait renoncé à tout et il aurait consenti ce dépouillement, il aurait consenti cette immolation sans espérer en contrepartie la moindre rémunération, comme peut le laisser comprendre le refus de lui concéder l'alternance en 2020. La pilule avait été savamment dorée pour arriver à cette extrémité. D'abord, le RHDP a eu la double habileté de se présenter sous la bannière de l'ouvretisme et de se réclamer de trois idéaux chers au père fondateur du PDCI-RDA, le rassemblement, la démocratie et la paix.
Le calcul était simple. Comment, avec de tels arguments, le PDCI-RDA, parti du président Houphouët-Boigny, pouvait-il raisonnablement opposer de l'hostilité au RHDP? Les adeptes du parti unifié ont ensuite tenu sous le coude, parce que on ne peut pas beaucoup entendu parler, une raison qui vient d'une comparaison facile au demeurant. La comparaison de l'oufouettisme avec le gaullisme. Cette comparaison entendait s'appuyer et entend s'appuyer sur les mules successives du parti de Charles de Gaulle en France, RPF, Rassemblement du peuple français, en 1947, RPR en 1978, UMP en 2007, les Républicains aujourd'hui. Donc cette thèse entendait s'appuyer sur ces mules successives du gaullisme pour justifier, en Côte d'Ivoire aussi, la possibilité d'un abandon semblable de la raison sociale du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. L'argument de l'oufouettisme et la référence au gaullisme demandent quelques éclaircissements. Il convient de rappeler aux zélotes de l'oufouettisme que Félix Houphouët-Boigny lui-même ne s'était jamais réclamé de cette terminologie oufouettisme, et qu'en revanche, il s'était toujours et explicitement donné pour un simple militant du PDCI-RDA. À propos de cette distance avec l'oufouettisme, rien n'est plus explicite que cette envolée de sa mémorable conférence de presse du 14 octobre 1985. Voyez-vous, disait-il, je n'ai jamais parlé d'oufouettisme. Je n'ai jamais parlé d'oufouettisme. Je fais ce que je peux pour servir mon pays en rassemblant toutes ces 60 tribus, en les engageant à un développement harmonieux, en donnant une chance égale à nos cultivateurs. Qu'ils soient de la côte, du nord, de l'est ou de l'ouest, ils ont la même rémunération pour leur travail. Qu'il s'agisse de café, de cacao, de coton, d'EVA, de graines de palme, c'est partout le même prix, l'État se chargeant d'assurer le transport. Nous donnons une chance égale à nos enfants, quelles que soient les couches sociales auxquelles ils appartiennent, du primaire à l'université, avec l'enseignement gratuit pour les meilleurs. La solidarité est effective, ce n'est pas un vain mot chez nous, et la tolérance est absolue. Nous n'avons pas de détenus politiques. Nous n'avons jamais fait verser le sang d'autrui depuis que nous assumons des responsabilités à la tête de ce pays. Nous avons demandé à Dieu qu'il fasse qu'aucune goutte de sang humain ne soit versée, ni par moi, ni à cause de moi, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Fasse Dieu, je cite toujours le président Houphouët-Boigny, fasse Dieu que les différends qui peuvent survenir entre moi et d'autres personnes, entre mon pays et d'autres pays, soient toujours réglés de façon pacifique par le dialogue, à l'exclusion de tout recours à la force. Ce sont ces éléments, peut-être, qui ont fait dire à certains, disait le président Houphouët, qu'il y a de l'oufouettisme. Mais voyez-vous, moi-même, je n'ai jamais rien écrit. Et je le dis avec humour, les deux personnages de l'histoire qui n'ont jamais écrit un mot, une lettre, ce sont les plus lus dans le monde, c'est Mahomet et Jésus. Si Félix Houphouët-Boigny se méfiait ainsi de l'oufouettisme, en revanche, il était ardent chaque fois qu'il devait mettre en avant le PDCI-RDA. Il nous arrive quelquefois, disait-il, le 23 septembre 1965, il nous arrive quelquefois d'entendre poser la question: la Côte d'Ivoire, sous la direction du président Houphouët-Boigny, mène une politique qui lui assure stabilité et crédit, mais après sa disparition, cette politique sera-t-elle suivie par les jeunes? Et le président Houphouët-Boigny, posant cette question rhétorique, répondait que ceux qui se posent cette question se rassurent, qu'ils sachent en effet que, quelle que soit l'importance du rôle que je joue à la tête de ce pays, en raison de toutes les responsabilités qui m'incombent, la politique de la Côte d'Ivoire n'est pas le fait d'un seul homme, c'est d'abord, on ne le soulignera jamais assez, la politique de notre parti,
le PDCI RDA, dont les vaillants militants et militantes ont à cœur d'assurer le bonheur de l'homme ivoirien dans la liberté. Pour relativiser l'importance du moufouettisme à côté du PDCI RDA, quelle indication supplémentaire faut-il remonter de la source? Quant aux valeurs oufouetiennes du rassemblement, de la démocratie et de la paix, ceux qui, sans craindre de trahir l'esprit du Houphouët-Boigny, ont mis en œuvre la fracture de 1994 et qui aujourd'hui passent leur temps à approfondir cette fracture en siphonnant le PDCI, en sciant ainsi non pas une branche, mais le tronc de ce que, pour le coup, nous conviendrions d'appeler le moufouettisme, ceux-là peuvent-ils vraiment prétendre être les parangons de telles valeurs? Terminons par la référence au gaullisme que ces avatars successifs prolongeraient et vivifieraient. C'est très malaisément qu'on trouverait les éléments d'une comparaison rigoureuse avec l'oufouettisme. Si la célèbre étude de René Raymond, l'historien français René Raymond, sur les droites en France, reconnaît dans le gaullisme des sucs butinés dans la droite légitimiste, dans la droite orléaniste et dans la droite bonapartiste, il ne reste pas moins que la droite bonapartiste est l'alluvion nourricier majeure des vues de l'homme du 18 juin. Or, la droite bonapartiste est une droite marquée, entre autres, par l'attachement aux chefs, lesquels ont parfois changé la dénomination sociale de leur parti en fonction de leurs intérêts du moment. Charles de Gaulle lui-même, plus soucieux d'incarner la France entière que de s'attacher à une partie des Français à travers un parti politique, Charles de Gaulle avait déjà de son vivant consenti à voir changer le nom de sa formation politique. Né en 1947 sous la dénomination Rassemblement du peuple français, RPF, sa formation est devenue en 1954 le Rassemblement tout court, et de Gaulle avait fini par la supplanter de sa personne en déclarant, je cite, « La France, c'est moi ». Félix Houphouët-Boigny n'avait jamais éprouvé cette tentation. Jamais Houphouët ne s'était vu figé dans une statue du commandeur. L'idée de se projeter comme l'incarnation de la Côte d'Ivoire lui était inaccessible. C'était quelque chose que d'autres auraient pu imaginer à son sujet, mais que lui-même n'avait jamais ne serait-ce que suggéré. Jamais non plus de son vivant, le nom PDCI-RDA n'avait mué comme cela était arrivé au parti de Charles de Gaulle, du vivant de Charles de Gaulle. Ce sont autant de facteurs qui incitent à penser que le PDCI-RDA qu'a voulu Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA qu'il a élevé comme un enfant, le PDCI-RDA qu'il a laissé un héritage à vous, doit vivre et qu'il vivra. Monsieur le Président du PDCI-RDA, Mesdames, Messieurs, chers militants, assurer cette survie du PDCI-RDA en ces temps de turbulence, de doute, est la mission qui vous incombe aujourd'hui. Je ne peux que vous souhaiter d'en être digne. Je vous remercie.